faire une petite introduction, comme vient de le dire Cédric. Donc, notre vision de l'animal a beaucoup évolué ces dernières années et nous ne considérons désormais plus celui-ci comme un automate sur lequel nous avons tous les droits. Nous avons petit à petit appris et apprenons encore que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, qui montrent des comportements complexes et qui sont capables de ressentir la douleur. Nous prenons ainsi conscience de la nécessité de faire évoluer les rapports que nous entretenons avec eux. Nous nous trouvons dans une société où les animaux occupent une place de plus en plus importante et où le souci de leurs conditions est croissant. Les avancées scientifiques, philosophiques et morales ont justifié la reconsidération de leur statut en les faisant passer de biens meubles à êtres doués de sensibilité dans le Code civil en 2015. Ceci témoigne d'une évolution progressive des mentalités, bien que les animaux restent toujours soumis au régime des biens corporels et que nos méthodes d'exploitation à leur égard, expérimentation, divertissement, production, ne sont pas assez remises en question. Le temps juridique n'est pas toujours en concordance avec les avancées sociétales et la manière dont nous pensons l'élevage et l'abattage aujourd'hui semble en être un bon exemple. En effet, les vidéos révélées par L214, montrant des actes de cruauté à l'encontre des animaux que nous consommons, ont globalement choqué les consciences. Véritables électrochocs, elles ont contribué à dénoncer les dérives dans l'abattage des animaux de consommation et ont ainsi permis de placer le débat concernant les conditions d'abattage sur le devant de la scène publique. L'industrialisation grandissante et la course au profit de la part de la filière agroalimentaire poussent à une surexploitation de l'animal en négligeant notamment les conditions d'abattage et ce, contre le climat de remise en cause actuel. À l'aide des 4 intervenants présents aujourd'hui, nous allons pouvoir ouvrir le débat. Nous aborderons les solutions déjà développées dans d'autres pays, comme nous avons pu le voir un petit peu ce matin, qui pourraient être appliquées en France pour limiter les abus. Nous verrons ensuite comment la mise à mort est encadrée en France et sous quelles conditions elle est effectuée. Ensuite, nous tenterons d'éclaircir différentes subtilités législatives qui peuvent troubler l'opinion publique, avant de terminer sur les condamnations et l'influence des textes de loi sur les différentes dérives. Pour nous éclairer et nous donner des éléments de réponse aux questions que nous allons nous poser aujourd'hui, nous recevons donc, comme elle était déjà présentée ce matin, Sabine Brels, qui est donc créatrice et co-directrice du Global Animal Law Project. Mira Duška-Marković, cofondatrice et co-responsable de la commission Conditions animales du parti politique Europe Écologie Les Verts, adjointe au maire du 18e arrondissement de Paris, chargée du développement durable, alimentation et environnement. Jean-Marc Neumann, juriste, spécialiste en droit animal, secrétaire du groupe EAGLES, Eurogroup for Animal Law Studies. Et le docteur vétérinaire Claire Bourou-Mans, vétérinaire praticienne à Haguenau. Donc je vais donc vous laisser compléter ce que je viens de dire si vous en ressentez le besoin. Et nous pourrons ensuite passer aux questions que nous avons préparées concernant donc l'abattage au regard du droit français. Ce matin, on a parlé un peu plus de manière globale de ce qui se passe en Europe. On va essayer de recentrer le débat sur ce qui se passe en France. Merci de votre présence. Bien, écoutez, bienvenue. Après une matinée consacrée à un panorama de l'abattage des animaux d'élevage en Europe, nous allons passer à la France. Je crois que le sujet de l'abattage en France a été une question qui a été très présente dans les médias au cours des derniers mois, précisément d'ailleurs depuis octobre 2015. Première
vidéo de L214. Alors, avant qu'on passe aux questions-réponses, qui seront nombreuses, je suggère que l'on voit un peu quelle est la réglementation applicable en France et les dernières péripéties en matière d'abattage en France depuis fin 2015. Il s'est passé beaucoup de choses, donc on va examiner ça. Alors, je voudrais juste me présenter également aux étudiants, parce que je vais j'enseigne le droit de l'animal à l'Université de Strasbourg dans le cadre du Master 2 éthique animale, donc je crois que je vous reverrai dans ce cadre-là. Voilà, sur le reste, la présentation était correcte, il n'y a pas de problème. Alors, ok, yes, bon. Alors tout d'abord, on va procéder à une introduction, on va rappeler quelques règles de droit européen et de droit interne. Bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissez un petit peu la réglementation applicable. On va ensuite parler de la réalité qui a été révélée par des vidéos tournées dans un certain nombre d'abattoirs en France et qui ont révélé de graves dysfonctionnements, comme vous avez vu d'ailleurs, si vous avez eu le courage de visionner les vidéos, c'est un autre sujet, parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas faciles à regarder. Ces graves dysfonctionnements ont ensuite évidemment conduit nos politiques à réagir. Alors tout d'abord, le gouvernement a lancé une enquête, des inspections qui ont eu lieu dès le mois d'avril 2016. Et ensuite, une commission d'enquête parlementaire a été lancée auprès de l'Assemblée nationale, puisque le Sénat, quelques sénateurs avaient souhaité que le Sénat se penche sur la question et crée une commission d'enquête, mais vous savez sans doute que le Sénat n'est guère en avance sur son temps. Donc, heureusement que les députés se sont saisis du sujet à un moment donné. Donc, on va examiner quels sont les résultats de cette enquête menée par la commission, présidée par le député Falorni. Et on va donc voir les 65 propositions qui ont été faites, et puis surtout, ce qui sera intéressant de voir, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer. Alors tout d'abord, les abattoirs en France, en introduction, la mise à mort des animaux était publique. Et ce n'est que très récemment, comme on le verra là, que la mise à mort a été cachée pour différentes raisons, notamment des raisons de moralité publique, parce que d'une part, c'était choquant de voir le sang couler dans les rues de Paris et d'autres villes, et d'autre part, ce qui était également mis en avant, c'était l'influence néfaste que cela pouvait avoir sur l'homme. Puisqu'on pensait on disait que le fait de voir des animaux mis à mort pouvait susciter les instincts les plus bas de l'homme, et ça pouvait déclencher des violences chez l'homme. Bon. En tout cas, c'est pour des raisons morales et sanitaires que les abattoirs sont apparus au XIXe siècle. Et d'ailleurs, les premiers abattoirs à Paris ont été créés par un décret impérial du 9 février 1810. Et pour la première fois, le mot abattoir est apparu en 1818, dans le cadre d'une ordonnance de police. Et ce n'est qu'en fait, au XXe siècle, que les abattoirs se sont généralisés en France. Donc de plus en plus, on a mis fin à cette mise à mort publique pour passer à une mise à mort secrète, cachée, comme on va utiliser le terme qu'on voudra. En tout cas, elle n'était plus en public, et le mot abattoir lui-même ne s'est véritablement installé que dans la deuxième moitié du XXe siècle. On parlait de tuerie, on parlait de mots très poétiques, mais qui dit bien les choses. Donc une tuerie c'est moins politiquement correct qu'un abattoir. Ensuite, on voit d'ailleurs les lieux de mise à mort ont été de plus en plus éloignés d'ailleurs des centres urbains, puisqu'actuellement, pour voir un abattoir, il faut déjà sortir de la périphérie de la ville. Et en général, c'est des bâtiments qui sont clos, qui sont ceints de murs, peu de fenêtres évidemment, donc ça crée pas mal de fantasmes, ça suscite des fantasmes. Les gens se disent qu'est-ce qui se passe derrière ces murs, et certains considèrent qu'on rentre plus difficilement dans un abattoir que dans une centrale nucléaire. Bon, en tout cas, sauf pour Greenpeace, peut-être qu'il arrive plus facilement dans une centrale nucléaire. Alors, quelques informations générales sur les abattoirs. Alors, il faut savoir qu'il y a 263 abattoirs de boucherie, et ce qui représente 32 millions d'animaux abattus en 2015, sur un total de 961 abattoirs en France. Donc, c'est des abattoirs différents. Les abattoirs industriels sont en fort développement. On est passé de plus en plus d'abattoirs municipaux qui traitaient des volumes plutôt faibles à de grands abattoirs industriels qui remplacent progressivement tous ces abattoirs municipaux, et ce qui oblige d'ailleurs, on le verra, à ce que les animaux parcourent des trajets beaucoup plus longs, puisqu'il y en a de moins en moins des abattoirs. Ces abattoirs deviennent de plus en plus de gros abattoirs industriels.
Donc concentration des volumes sur un petit nombre d'abattoirs et disparition progressive des petits abattoirs. La cadence est évidemment beaucoup plus importante dans les grands abattoirs. On est dans un milieu quasiment industriel, donc on traite les animaux le plus rapidement possible, avec de temps en temps ce que l'on appelle des ratages d'animaux. Encore une fois, on le verra plus tard, notamment lors de la discussion, on n'est plus très regardant sur les personnels qui sont bien disposés à effectuer donc, ces mises à mort. Ce qui pose d'ailleurs une des raisons d'ailleurs des dysfonctionnements qui ont été observés. Par ailleurs, comme il s'agit d'un monde économique qui est très compétitif, très performant, ça crée évidemment une forte pression sur le milieu. On veut traiter de gros volumes et en fait on s'aperçoit que la consommation de viande, d'ailleurs notamment après la diffusion des vidéos, avait subi une chute d'ailleurs qui a inquiété rapidement d'ailleurs la FNSEA, puisqu'effectivement on a noté dans les semaines qui suivaient une baisse de consommation de viande de l'ordre de 20%. Sauf pour la volaille qui progresse. Bon. Alors les règles de droit, alors parlons un peu du droit européen. Alors il y a tout d'abord une règle qui est instituée par l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui parle du bien-être animal, puisqu'on dit que lorsqu'il formule et met en œuvre la politique de l'Union, dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche, du développement, etc., les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, avec évidemment l'exception des traditions, des rites religieux et des patrimoines régionaux. Ce qui permet d'ailleurs à certains pays, effectivement, d'autoriser l'abattage rituel, la corrida, etc. Ensuite, il y a la Convention européenne, dont on a déjà parlé ce matin, et plus particulièrement Thierry Bolliger d'ailleurs, la Convention de 1979. Il y a le règlement de 2009 dont Sabine avait parlé ce matin, brièvement. Donc voilà les textes qui sont applicables au niveau européen. Derrière cela, quels sont les points principaux? Alors, le point principal, vraiment le numéro 1, c'est que toute douleur, détresse ou souffrance évitable doit être épargnée aux animaux lors de leur mise à mort. Alors, ils doivent bénéficier d'un confort physique, c'est très relatif. Qu'est-ce que c'est que le confort physique d'un animal qui va être abattu? D'une protection, donc ils doivent être maintenus propres, protégés contre les blessures, et ne présentent pas de signes de douleur ou de perte évitable ou un comportement anormal. Évidemment, ils ne doivent pas souffrir de manque d'eau ou d'aliments. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est plus pour les animaux ou est-ce que c'est plus pour la qualité de la viande et pour les besoins humains qui sont derrière? On pourra peut-être en débattre tout à l'heure. Ensuite, ces installations qui sont utilisées pour la mise à mort doivent pouvoir répondre à ces exigences. Et là, ce n'est pas toujours le cas, comme on le verra dans le cadre de la commission d'enquête. Et ces règles européennes définissent également des méthodes d'immobilisation et d'étourdissement, avec des règles détaillées, comme on le voit, sur l'immobilisation et l'étourdissement des animaux, et la formation des exploitants, plus le bon entretien du matériel. Et le point essentiel que je souligne à la fin, c'est que les animaux doivent être étourdis, doivent rester inconscients jusqu'à leur mise à mort, sauf s'il y a des règles particulières prescrites par des rites religieux. Alors ce qui est important, c'est l'introduction d'un certificat de compétence pour mise à mort. Ce qu'on cherche, évidemment, c'est à faire en sorte que la mise à mort puisse se faire de la manière la plus professionnelle possible, épargnant donc les douleurs aux animaux. Et d'ailleurs, il y a des certificats individuels de compétences dans certains cas. Donc, on voit la manipulation des animaux, les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation, l'immobilisation en vue de l'étourdissement, ou la mise à mort, l'étourdissement des animaux, l'accrochage, etc. Donc, on voit qu'il y a un certificat de compétence dont on pourra voir après que c'est très relatif comme formation, elle est très courte, un taux de réussite qui est très proche des scores que peut atteindre un président dans une dictature, donc on est autour de 95-98% de réussite. On en parlera après. Ensuite, sur les abattoirs, il y a des règles détaillées pour la construction. Bon, là, on ne va pas insister longtemps. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y a l'obligation pour chaque abattoir de désigner un responsable du bien-être des animaux pour s'assurer que les procédures soient respectées, sachant que ce responsable est un salarié de l'abattoir. On peut douter de son impartialité, de sa liberté d'action, de parole. C'est également un des sujets qui devra être sans doute amélioré dans le cadre des modifications qui vont sans doute suivre le résultat de la commission d'enquête. Alors en droit interne, je dirais l'essentiel des règles se trouve dans le code rural et de la pêche maritime, donc le CRPM.
Vous voyez ici la liste des articles où il est question, les articles principaux qui sont visés, concernant l'immobilisation, l'étourdissement et l'abattage rituel. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, si ça savez quand même. Donc il y a une définition. Alors, ce qui est important, c'est de bien étudier les définitions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un établissement d'abattage? C'est un établissement ou une installation non agréée mentionnée à l'article L654.3 réalisant l'abattage de volailles et de lagomorphes. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un lagomorphe, enfin, par les zoologistes peut-être, c'est les lièvres et les lapins. L'abattoir, c'est tout établissement ou installation agréée par les services vétérinaires utilisé pour l'abattage ou exceptionnellement la mise à mort sans saignée des ongulés domestiques, des volailles, des lagomorphes et du gibier d'élevage, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement et à l'hébergement des animaux. Alors ensuite, l'immobilisation, ça veut dire quoi l'immobilisation? C'est l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter les mouvements, pour évidemment faciliter l'étourdissement, pour qu'il ne bouge pas, pour que l'étourdissement puisse se faire de la manière la plus correcte possible, et pour éviter évidemment qu'il ne souffre. Alors l'étourdissement, je crois que quelqu'un en a déjà parlé ce matin, je crois que c'était Sabine, disant que c'est un mot qui est assez édulcoré pour signifier finalement cette procédure, parce que tout le monde a déjà été étourdi dans sa vie, mais sans doute pas de cette façon, puisque là on voit que c'est un procédé, on a parlé des différents procédés qui existent, il y a la tige perforante, il y a l'électronarcose, il y a le gaz, etc. L'idée c'est de plonger immédiatement dans un état d'inconscience. Et voilà. Et on dit que lorsque ce procédé permet un état d'inconscience réversible, la mise à mort de l'animal doit intervenir pendant l'inconscience de celui-ci. La mise à mort, qu'est-ce que c'est que la mise à mort? C'est tout procédé qui cause la mort d'un animal. Qu'est-ce que l'abattage? C'est le fait de mettre à mort un animal par saignée, ce qui se fait évidemment après étourdissement, de préférence. Alors, on dit dans l'article R214-65, que je reproduis ici, que toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitable pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage, de mise à mort. C'est une règle qu'il est bon de rappeler. Alors, je sais que les procédés sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail pour tous les articles. Voilà, bon. Si vous voulez davantage d'informations, je peux vous faire suivre la présentation. Hein. On ne va pas rentrer dans le détail puisque l'essentiel c'est quand même le débat sur l'abattage, mais au moins que vous ayez quelques notions sur la réglementation applicable en matière d'abattage. Voilà. L'étourdissement des animaux est obligatoire à l'exception des cas suivants. C'est important de le rappeler. D'une part, si cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel, lorsque le procédé utilisé pour la mise à mort du gibier d'élevage a été préalablement autorisé et entraîne la mort immédiate des animaux, ou en cas de mise à mort d'urgence. Et on rappelle que la saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement. Je crois qu'on comprendra pour quelle raison. Et bon, après, on ne va pas rentrer dans le détail, mais encore une fois, si ça vous intéresse, je peux vous faire suivre la présentation. Alors évidemment, l'abattage rituel en dehors de l'abattoir est strictement interdit. Certains disent que cela se fait. Alors après, il y a toujours une connotation un peu raciste, avec des, comment dirais-je, des exploitations politiques qui sont faites, qui ne sont pas toujours très saines, en disant que certains pratiquent l'abattage rituel dans des baignoires, dans des appartements, dans les grandes villes. Bon, en tout cas, normalement, c'est formellement interdit. Il faut qu'un sacrificateur soit présent, donc il faut quand même que ça obéisse à des règles très précises. Alors l'immobilisation, évidemment, par un procédé mécanique. Bon, alors peut-être que Claire, après, pourrait nous en dire quelques mots si elle est en mesure de répondre aux questions, parce qu'elle effectivement, elle intervient vraiment au pied levé et on la remercie beaucoup pour intervenir dans le cadre de ce débat. Là, on parle des sacrificateurs qui doivent être habilités, évidemment, et notamment les sacrificateurs dans le cadre du culte juif sont formés durant apparemment de très très longs mois, voire même des années, pour parfaitement réussir la saignée de l'animal en pleine conscience. D'ailleurs, certains, et on le verra d'ailleurs dans le cadre du résultat des commissions d'enquête, certains représentants des communautés religieuses prétendent qu'un abattage sans étourdissement bien fait est moins douloureux qu'un abattage standard, classique,
qui serait mal réalisé par un ouvrier qui est un petit peu étourdi peut-être. En tout cas, certains prétendent que ça fait moins mal. Le débat va être chaud, je pense, sur le sujet. Alors la réalité qui a été révélée par les vidéos, et ça a commencé d'ailleurs en octobre 2015, et évidemment montre un paysage un peu différent, et je pense que les images que certains ont pu visionner sont témoignent d'une réalité. Alors certains ont pensé que c'était uniquement des exceptions, hein, ils ont eu du bol, hein, les gens de L214, ils sont rentrés dans 4 abattoirs et à chaque fois ils sont tombés sur un dysfonctionnement. Ou alors, pour certains, ça révèle un dysfonctionnement qui est beaucoup plus fréquent que cela. Ce que certains vétérinaires reconnaissent d'ailleurs en disant qu'effectivement c'est fréquent qu'il arrive des dysfonctionnements. Alors des dysfonctionnements qui ne sont pas uniquement dus à la mise à mort, hein, il y a toutes sortes de dysfonctionnements qui sont en partie dus à des équipements qui sont vétustes, qui sont beaucoup dus à une formation qui n'est pas du tout suffisante, et donc par un personnel qui n'est pas vraiment très compétent, puisque quand on cherche du personnel, on s'aperçoit que quand vous faites les annonces, regardez, tapez ou employé d'abattoir, vous regardez un petit peu les niveaux requis, c'est-à-dire, hein, on ne leur demande pas d'avoir fait Bac plus 15, hein. Donc même d'avoir fait une formation, ils sont rapidement formés, le certificat de compétence est obtenu après une journée de formation, le taux de réussite est extraordinaire, donc voilà, alors c'est peut-être sans doute un des sujets qui explique ces dysfonctionnements. En tout cas, donc, pour refaire l'historique, en octobre 2015, c'était Alès, qui était un abattoir standard, hein, et rituel. Le Vigan, en février 2016, qui était un abattoir certifié bio. Et Moléon, qui est un abattoir standard et rituel. Alors évidemment, tout le monde a découvert ces images insoutenables, notamment d'équiner. De toute façon, un cheval dans un abattoir, c'est toujours un gros sujet, hein, parce que c'est un animal compliqué à gérer dans un abattoir, et il n'y a pas véritablement, je crois qu'il n'y a qu'un seul abattoir en France qui est spécialisé dans les équidés. Sinon, c'est vraiment très, très compliqué, parce que le premier réflexe, c'est la fuite, hein, du cheval. Hein. C'est un animal de proie, donc c'est catastrophique de gérer un cheval dans un abattoir. Donc les images qui ont d'ailleurs le plus choqué, c'était souvent, je me souviens en particulier d'une image où on voit un cheval qui est suspendu encore vivant, enfin bon, c'est assez horrible. Et à la suite de ces vidéos, il y a eu une mobilisation citoyenne très très forte, hein, avec, par les réseaux sociaux d'une part, par des demandes, par des pétitions, par des demandes de commissions d'enquête. La première qui avait demandé une commission d'enquête sur l'abattage, c'était la sénatrice Sylvie Gouache-Avant, qui était une sénatrice UDI, qui avait espéré obtenir la création d'une commission d'enquête au Sénat, ce qui lui a été refusé. Et finalement, la commission d'enquête a été créée à l'Assemblée nationale, ce que l'on verra d'ailleurs après. Le ministère de l'Agriculture, évidemment, ne pouvait pas rester les barrettes croisées, donc il a lancé un audit, une inspection des abattoirs dans la foulée. D'ailleurs, dès le 30 mars 2016, on voit que le ministre de l'Agriculture a demandé au préfet de réaliser une inspection, et c'était avec pour objectif d'évaluer le niveau de maîtrise et de protection des animaux jusqu'à leur abattage. Hein. Les inspections ont toutes été réalisées en avril 2016. Hein. Alors le résultat est quand même assez intéressant. Il y a 259 établissements qui ont été contrôlés, soit 460 chaînes d'abattage. Voilà, pour près de 70%, alors on peut interpréter les chiffres comme on veut. Le niveau de maîtrise est satisfaisant, 20%, pas terrible. Acceptable, 49%. Et dans 31% des inspections, le niveau de maîtrise est insuffisant. Donc la maîtrise satisfaisante uniquement à 20% hein, sur l'ensemble des inspections. Donc on peut lire les chiffres comme on veut. Et clairement, c'est quand même un chiffre très minoritaire qui, sur la qualité de cette maîtrise de risque. Alors les NC, donc les non-conformités les plus fréquentes, c'est surtout de la carence d'ordre documentaire, hein, qui ne permet pas d'apporter la preuve de la maîtrise par l'exploitant, comme le dit le gouvernement ou l'inspecteur, sans pour autant qu'il y ait systématiquement de manquements observés dans les pratiques. Mais il y a également des NC moyennes à graves constatés, donc des défauts d'étourdissement, hein, clairement, des défauts de conception des locaux, d'hébergement ou d'amener des animaux, et par exemple le défaut de l'efficacité de l'étourdissement pour les moutons, avec des équipements qui sont un peu obsolètes, donc les chaînes ne sont pas toujours particulièrement adaptées aux espèces abattues. Alors, quelles sont les sanctions qui ont été prises à la suite de cette inspection? On voit bien que
c'est allé jusqu'à l'arrêt de l'activité, mais rassurez-vous, ça ne concerne pas grand monde. Il y a moins de 5% des chaînes inspectées qui ont fait l'objet de sanctions. Il y a 107 avertissements avec des rappels à la réglementation en leur disant c'est pas bien ce que vous faites, il faudra peut-être faire quelques efforts. 87 exploitants ont été mis en demeure d'apporter des corrections à leur système dans un délai que l'administration fixe, en fonction évidemment de la gravité de la NC. Et dans 3 établissements, l'agrément a été suspendu ou retiré avec un arrêt définitif de la chaîne. Donc c'est quand même peu de choses par rapport à... Alors, à la suite de cette inspection, donc, comme je l'ai dit, l'Assemblée nationale a créé une commission d'enquête qui a été confiée au député Olivier Falorni, qui est un député PS, qui avait pris d'ailleurs piqué la place de Ségolène Royal en La Rochelle. Olivier Falorni a fait un travail remarquable avec cette commission et ils ont, vous voyez, il y a 30 membres dans cette commission, il y a eu 38 auditions, table ronde, dont audition des directeurs des 3 abattoirs par les vidéos de L214 dès le 28 avril 2016. Ils ont fait des visites inopinées dans un certain nombre d'abattoirs représentatifs. Alors on voit la liste des abattoirs, les 4 qui sont visés, un peu de différentes natures, un abattoir de volaille, un qui est spécialisé dans l'abattage sans étourdissement, donc l'abattage rituel entièrement, et puis un abattoir mono-espèce industriel. Et le rapport d'enquête a été finalement déposé au bout de 6 mois, donc fin septembre. Le rapport a été présenté à la commission d'enquête, il a été approuvé, adopté, ensuite il a été publié. Vous pouvez d'ailleurs accéder à l'intégralité de ce rapport sur le site de l'Assemblée nationale. C'est un pavé de près de 300 pages avec les auditions. Mais je pense que c'est c'est une photographie de l'abattage en France en 2016. C'est moins beau que ce que l'on pense. Alors, ensuite, cette commission a fait 65 propositions, on ne va pas toutes les passer en revue, il y en a quelques-unes qui sont importantes. Je pense que la première déjà, c'est la mise en place d'un comité national d'éthique des abattoirs. Quelque chose qui n'existait pas encore. Donc c'est ce qui est proposé en numéro 1. Bon, après, il y a des mesures un tout petit peu plus secondaires, comme les contrôles effectués par la gendarmerie pour les transports, l'agrément pour les fournisseurs de matériel. Bon, je pense que si on veut retenir, il y a 3 axes principaux de proposition. Il y a tout d'abord l'amélioration de la formation. Il y a l'amélioration de la qualité des équipements. Et troisièmement, il y a surtout la mise en place d'un système de contrôle performant qui passe entre autres par l'une des propositions évoquées qui est la mise en place de caméras vidéo. Donc, on voit 65 propositions, on ne va pas rentrer dans le détail encore une fois. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale, télécharger le rapport complet et regarder ça dans le détail avec tous les textes. Ce qui est aussi important de noter, c'est qu'on veut augmenter le nombre de recrutement de vétérinaires sanitaires qui seront présents dans les abattoirs. Ça, c'est une chose importante à noter qui est proposée. La mise en place pour les abattoirs de plus de 50 salariés d'un agent des services vétérinaires. Donc, également, tout ça, ça rentre dans la notion d'amélioration du contrôle. Une brigade de bien-être animal avec des référents nationaux abattoirs. Et puis évidemment, une des propositions que vous avez sans doute notées, c'était celle de créer un délit de maltraitance dans les abattoirs. Ce délit de maltraitance dans les abattoirs a fait l'objet d'un amendement à la loi Sapin 2. Je ne sais pas s'il y a des juristes là qui savent de quoi on parle. La loi Sapin 2 qui porte sur la modernisation de la lutte contre la corruption. On retrouve tout d'un coup un texte qui n'a pas franchement à voir avec la corruption. Mais en tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la maltraitance dans un abattoir soit considérée comme un délit et non plus comme une contravention. On veut également permettre aux associations on améliore les règles de constitution de partie civile des associations et on veut également autoriser les parlementaires à faire des visites inopinées avec des personnels de la presse écrite ou télévisée. Donc on va voir si c'est quelque chose qui va marcher, qui va être fait. En tout cas, c'est des propositions. Pour l'instant, on est dans le cadre de simples propositions. Bon, là, on voit bien la proposition 62 dont tout le monde a parlé, c'est de rendre obligatoire l'installation de caméras.
notamment au poste de mise à mort de l'animal. Alors maintenant, le rapport est déposé, qu'est-ce qui va se passer? Il ne reste qu'à, oui, il faut faire bouger les choses. Alors, ce que le président Falorni a dit, c'est que, déjà il avait noté, mais c'est un avis personnel qu'il avait émis, il regrettait que l'animal ne soit pas présent dans la Constitution. Il considère que la Constitution est le ciment de la nation. On parle de beaucoup de choses, il y a une charte de l'environnement qui est adossée à la Constitution, mais il n'y a pas un mot sur l'animal dans la Constitution, donc son idée c'est de constitutionnaliser l'animal, de le mettre enfin dans la Constitution, comme cela se fait d'ailleurs en droit suisse ou en droit luxembourgeois, dans d'autres pays également, comme en Allemagne. Donc l'idée c'est de, symboliquement, en tout cas c'est très fort, et ça permettrait, par exemple, quand vous avez un texte de loi qui est proposé, au lieu de faire un contrôle a posteriori par une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, une fois que la loi est déjà applicable, on pourrait faire un contrôle a priori des textes, et donc censurer avant même que les textes ne soient votés, adoptés, et censurer les textes s'ils étaient contraires à l'intérêt de l'animal, s'il est protégé constitutionnellement. Alors on voit bien, et je citais là le texte complet de ce qu'il a dit, je suis persuadé que de même que nous avons intégré dans notre Constitution une charte de l'environnement, nous serons amenés dans les 10 ans à venir, bon, c'est pas demain, hein, à intégrer une charte des droits des animaux. Cette question va évidemment bien au-delà de la compétence de la commission d'enquête, mais je suis convaincu qu'il s'agit là d'un des débats d'avenir de notre société. Et la constitutionnalisation des droits des animaux serait en effet pour moi une avancée forte et utile dans le combat légitime pour la protection animale. Donc c'est bien une idée qui trotte dans la tête d'un certain nombre de personnes, y compris du professeur Marguello que vous connaissez peut-être, qui pour lequel il est important d'intégrer l'animal dans la constitution de notre pays. Après, bon, l'idée c'est de créer un groupe informel d'études, bref, bon, il y a toute une sorte de choses, mais il reste quand même des points qui vont être difficiles qui vont donner lieu à de fortes tensions dans le cadre des discussions, c'est notamment celui de l'abattage rituel, des contrôles également par des caméras vidéo. Caméras vidéo, les gens ont peur, les employés ont peur que finalement ça va être un instrument qui va être utilisé contre eux. Effectivement, ça pourra peut-être révéler des dysfonctionnements, mais les employés ont peur que finalement ils vont être fliqués, entre guillemets, à longueur de jour. Bon, donc ça c'est un vrai sujet. Bon, on a vu que dans d'autres pays c'est pas un vrai problème. Enfin. Et puis l'abattage rituel qui est quand même un sujet très stigmatisant en France, avec des communautés quand même très fortes, musulmanes et israélites. Donc c'est un sujet qui politiquement est très compliqué à gérer. Et, voilà. C'est un sujet qu'on évite d'aborder en France, contrairement à d'autres pays comme la Suisse, par exemple, où les choses n'ont pas l'air d'être aussi compliquées que cela. Donc le délit de maltraitance, ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir, dans le meilleur des cas, si on applique le texte dans toute sa rigueur, à 6 mois de prison maxi et 7 500 € d'amende. Quand on sait que l'acte de cruauté, c'est 2 ans et 30 000 € et que, sauf un ou deux cas, qui sont difficiles à trouver d'ailleurs, les peines ont été appliquées, tout le reste, c'est du sursis, c'est juste une amende. Donc, c'est pas tout d'avoir un texte, après, il faut le mettre en œuvre. Donc, restons très prudents. Alors, il y a donc, je parlais du projet de loi relatif à la transparence. Voilà, c'est ça le texte relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Donc, et là-dedans, il précise de modification de l'article L215-11 qui prévoit donc le délit de maltraitance de l'animal dans le cadre d'un abattoir. Alors il y avait déjà une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale au mois de juillet 2016 par un député qui s'appelle Jacques Lamblin et avec d'autres députés en même temps. Et l'idée c'était justement de parler de l'étourdissement préalable à la saignée, réversible ou non. Donc c'est une proposition de loi, comme il y en a beaucoup eu dans le passé. Toute proposition de loi présentée par les députés à l'Assemblée nationale, en général, est jamais débattue, discutée, parce que politiquement, c'est pas terrible, c'est compliqué. Et donc, il y a beaucoup de propositions qui ont été déposées par le passé qui n'ont jamais été examinées. Rien que sur le statut de l'animal, dans le code civil, depuis des années, bien avant la modification de 2015, il y avait des propositions de loi qui avaient été déposées, n'avaient jamais été d'ailleurs examinées, discutées. Alors, peut-être que vous êtes au courant, mais le président Falorni a remis le 13 octobre
quelques idées à notre cher ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui tient beaucoup compte des animaux, comme vous le savez. Alors, il propose quelques mesures phares. Hein. Alors, il y a d'une part l'obligation de la présence d'un agent des services vétérinaires, on en a parlé là un instant, la systématisation des caméras dans les abattoirs à toutes les étapes. Alors, à qui serait réservé le visionnage? C'est intéressant. Le visionnage serait réservé évidemment au directeur de l'abattoir, les représentants des personnels et les services de contrôle vétérinaire. Donc, il n'est pas question, a priori, que les associations aient accès à ces vidéos. Bon, la mise en place du comité national d'éthique, on en a parlé tout à l'heure, avec évidemment des représentants des associations de consommateurs et du bien-être animal. La possibilité pour les parlementaires d'accéder de façon inopinée aux abattoirs et de vérifier par eux-mêmes le respect de la réglementation. Je pense quand même quand quelqu'un vient, même de façon inopinée, il est obligé de sonner à la porte. Entre le moment où il sonne à la porte, le moment où il franchit la porte et le moment où il arrive dans un atelier, j'imagine que les quelques dysfonctionnements, il y en a qui ont dû se ressaisir. Donc voilà, alors, quelle est la pertinence, l'efficacité de ce type d'intervention, ça reste à voir. La possibilité également pour les associations de bien-être animal de se constituer partie civile pour toutes les infractions qui relèvent du code rural, notamment en cas de maltraitance des animaux dans les transports et dans les abattoirs. Alors ce qu'annonce le président Fadorni, c'est que cette proposition de loi devrait être déposée dans l'Assemblée nationale dans les toutes prochaines semaines. Il disait qu'il faut aller vite, d'autant plus que les élections sont l'année prochaine. Hein, donc, alors à titre personnel, c'est intéressant. On en est heureux hein, ici, Cédric, c'est qu'il souhaite, bon, la constitutionnalisation du droit des animaux, ça on en a parlé, mais le développement de l'enseignement du droit animalier dans les facultés de droit. Et la création d'un ministère de l'Agriculture et du bien-être animal. C'est un sujet qui a fait l'objet d'un manifeste il n'y a pas longtemps, donc quelqu'un vous a parlé hier. Voilà, donc ça c'est à titre personnel, c'est pas une proposition officielle qui sera dans la proposition de loi. C'est un souhait qu'il émet, tout simplement, pour essayer d'améliorer la situation. Donc là, je pense qu'on a fait un petit panorama de ce qui se passe en France, et maintenant on va pouvoir passer aux questions-réponses. Nombreuses questions préparées avec beaucoup de soin et beaucoup de... J'espère... bon, ça va donner un beau débat. Hein, donc on change de place.